Nous sommes en 1492. Le monde est figé dans l'attente d'une catastrophe. Une morosité accablante règne en Europe. L'islam étend son emprise sur ses frontières méridionales, le christianisme se désagrège sous le poids des luttes intestines, et la science semble dans une impasse. Les érudits de l'époque débattaient sérieusement du fait qu'il ne restait que 6 pages blanches dans les annales de l'histoire avant la fin du monde. La corruption au Vatican a atteint des proportions telles que le cynisme et le désespoir imprègnent littéralement l'atmosphère. On croirait que le diable célèbre déjà sa victoire. Mais c'est précisément à ce moment d'impasse absolue qu'une voile solitaire apparaît à l'horizon. Une voile qui changera à jamais le cours de l'histoire. Qui est vraiment Christophe Colomb, un héros d'une ère nouvelle ou le dernier fanatique du Moyen-Âge déclinant ? Tandis que les nationalistes de divers pays débattent avec véhémence de ses origines, tentant de s'approprier sa biographie, les archives de la vieille Gênes conservent la froide vérité. Il était le fils d'un simple tisserand, un homme aux cheveux roux flamboyants et à la fois inébranlable, presque obsessionnel. Il détenait la clé de l'avenir et savait précisément dans laquelle, parmi des millions de serrures, l'insérer. Nous partons pour Gênes au XVe siècle, dans des ruelles étroites, imprégnées d'odeurs de laine humide et de vin bon marché. Oubliez les faits arides et ennuyeux des manuels scolaires. La véritable histoire de Christophe Colomb ne commence pas avec des cartes marines, mais avec l'immense désillusion de toute une civilisation, à qui l'on avait offert une seconde chance inespérée. Attachez vos ceintures, notre voyage vers l'inconnu commence maintenant. Un homme qui a littéralement tissé son destin à partir de dettes, de pauvreté et de laine grossière. Oubliez les uniformes d'amiral et les chaînes en or. Le jeune Christophe était un simple tisserand, un garçon élevé au milieu des factures impayées de son père et de l'odeur du vin bon marché. Tandis que les théoriciens du complot cherchent en vain ses origines dans les maisons royales d'Espagne ou du Portugal, les historiens possèdent des preuves irréfutables, des reçus de dettes d'archives attestant qu'il était un Génois ordinaire qui savait à peine lire. Il n'a pas étudié le latin dans les bibliothèques paisibles des monastères. Sa véritable école, c'était les docks animés et les vents salés impitoyables de la Ligurie. Ses premiers voyages ne promettaient pas la gloire. C'était un travail sale et dangereux à poursuivre les galères pirates et à transporter du goudron jusqu'à Chios en Grèce. Mais le véritable cauchemar, et sa plus grande chance, survint en 1476, le claquement des canons, les cris des blessés et l'odeur suffocante de la poudre. Au large des côtes portugaises, son navire se transforme en un brasier et coule rapidement. Imaginez un jeune homme blessé, agrippé au reste d'une rame, nageant des kilomètres et des kilomètres vers un rivage qui changera à jamais le cours de la civilisation humaine. Ce n'était pas un choix délibéré, mais un baptême du feu. La mer l'a littéralement rejeté sur les sables portugais, l'obligeant à partir à la recherche d'un monde qui n'existait pas encore. C'est là, au milieu des ruines de son ancienne vie, qu'il comprend. Son grand jeu ne fait que commencer. Une fois à terre, le blessé Colomb ne se contenta pas de survivre. Il se retrouva au cœur d'une véritable effervescence intellectuelle. Lisbonne, au XVe siècle, ressemblait à la Silicon Valley d'aujourd'hui. À ceci près qu'au lieu de codes informatiques, on dessinait des cartes et on façonnait le destin des empires de futur. Mais avant de braver l'Atlantique, Christophe s'embarqua pour une aventure souvent oubliée des manuels scolaires, l'Islande glacée. Là, au milieu de marées monstrueuses de 15 mètres et de vagues rumeurs de terres au-delà des mers, il comprit enfin, la mer n'a pas de frontières. Avait-il entendu parler des Vikings et de leur légendaire Vinland ? Ce secret l'accompagna dans la tombe. Mais le plus grand trésor l'attendait à son retour au Portugal. Oubliez le mythe populaire de la Terre plate. À l'époque, même le plus humble marin savait que la Terre était ronde. Le débat portait sur autre chose. Y aurait-il assez de provisions pour traverser cet abîme ? Colomb découvrit une lettre du Florentin Toscanelli. Sur sa carte secrète, le Japon et la Chine n'étaient qu'à quelques semaines de navigation. Ce fut une erreur de jugement fatale qui se transforma en la plus grande opportunité de l'histoire de l'humanité. Tandis que les Portugais contournaient prudemment l'Afrique depuis des décennies, Christophe Colomb décida de se lancer dans l'inconnu. Le projet de la grande entreprise mûrissait déjà en lui. Il n'était plus seulement un cartographe. Christophe était devenu un explorateur du monde prêt à tout risquer pour un rêve que d'autres considéraient comme de la pure folie. À Lisbonne, à la fin du XVe siècle, les Génois étaient ses craints et haïs. On les accusait d'espionnage, de dérober le secret le plus précieux de la couronne, la route vers l'or africain.
C'est pourtant dans ce bouillonnement d'intrigues que Christophe Colomb, simple dessinateur, se mua en un chercheur obsessionnel. Il dévora le latin pour déchiffrer d'anciens manuscrits et réussit le coup du siècle. Épouser la noble Doña Felipe Moniz. Comment un étranger sans le sou s'est-il infiltré dans l'élite ? Il l'a tout simplement aperçu dans la chapelle d'un monastère prestigieux. Mais Colomb convoitait bien plus que l'amour. Ce mariage lui donna accès aux archives secrètes de son beau-père, le gouverneur, des cartes et des journaux intimes que personne d'autre n'avait jamais vus. Puis vient le moment décisif. Il met le cap sur les côtes de Guinée vers la forteresse dorée de Mina. Là, sous le soleil de plomb de l'équateur, Colomb comprend, les anciens sages mentaient. Les tropiques sont habités et l'océan n'est pas un abîme, mais une voie. À 30 ans, ses cheveux roux sont devenus complètement gris sous le poids de ses visions. Grand, impérieux, le nez aquilin et le regard ardent, il ressemble de plus en plus à un fanatique religieux. Il ne doute plus. Tandis que les Portugais longent prudemment le rivage, Colomb hume déjà les épices de l'Inde. Le grand jeu a commencé et l'enjeu est la planète entière. Mais attendez, à quoi ressemblait vraiment cet homme ? Si vous cherchez à découvrir son vrai visage, vous tomberez sur 80 portraits différents, presque tous pure fiction. L'un représente un vieil homme abattu, un autre un moine serein. Le véritable Christophe Colomb est un fantôme, voilé par les fantasmes d'artistes qui ne l'ont jamais vu. Pour percer le mystère, nous ne pouvons compter que sur 4 témoins. Son fils, un prêtre rebelle, un courtisan cynique et un soldat austère. Eux seuls connaissaient la tempête qui faisait rage en lui. Son expédition en Inde était d'une simplicité déconcertante et d'une dangerosité mortelle. Il ne cherchait pas l'Amérique, il rêvait de l'or du Japon et de la Chine. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire qu'il possédait une carte secrète, une formule magique pour découvrir le monde. Mais la vérité est bien plus convaincante que n'importe quelle théorie du complot. Christophe Colomb ne se contentait pas de croire aux légendes. Il collectait les indices avec la minutie d'un détective. D'étranges objets s'échouèrent sur les rivages de l'Atlantique. Un arbre sculpté, un bambou géant et même 2 cadavres aux visages exotiques. Qui étaient-ils ? Des extraterrestres ou des messagers venus d'Asie dorée? La rumeur prétendait qu'un pilote mourant lui avait confié une carte secrète, mais la réalité est bien plus incroyable. Pour obtenir des fonds, Christophe Colomb eut recours à la plus grande supercherie de l'histoire. Il réduisit littéralement la taille de la planète sur le papier. Il utilisa les calculs les plus erronés qu'il put trouver et réduisit délibérément la largeur de l'océan d'un tiers. Dans son esprit, le Japon était l'endroit où les vagues des Caraïbes venaient réellement lécher les côtes. Lorsqu'il s'adressa au roi du Portugal, les érudits se moquèrent de lui. Ces calculs furent jugés absurdes et Colomb lui-même, un bavard insolent réclamant le titre d'amiral et des montagnes d'or pour ses chimères. On le traita de charlatan. Mais c'est précisément cette erreur fatale et son arrogance extrême qui furent sa clé du succès. Il vogua vers son illusion, ignorant qu'au-delà de l'horizon l'attendait non pas le Japon, mais quelque chose qui allait effacer à jamais les anciennes cartes du monde. Êtes-vous prêt à découvrir comment un calcul erroné a changé le cours de l'histoire ? Colomb avait vu de simples marins être anoblis pour avoir découvert un fleuve. « Pourquoi pas moi ?» se demandait-il avec amertume. Tandis que les experts portugais qualifiaient ces calculs d'absurdes, le roi Jean décida de faire des économies. Il envoya d'autres hommes vers l'ouest, ceux qui ne réclamaient ni titre ni fortune. Malheureusement, ils périrent en mer, ayant commis la même erreur de navigation fatale que Colomb avait déjà anticipée. En Espagne, Christophe n'était personne. Fugitif et criblé de dettes, il trouva du réconfort dans les bras de la jeune Béatrice. Mais même là, il demeurait d'une froideur calculatrice. Elle lui offrit l'amour et un second fils, mais pas les relations nécessaires. Épouser une paysanne, pour le futur amiral de l'océan-mer, ce serait un fardeau, un frein à ses ambitions. Alors que la situation semblait déjà désespérée, décembre 1488 arrive. Bartholomew Dias rentre triomphalement à Lisbonne, l'Afrique est contournée, la route directe vers l'Inde est ouverte. En un instant, Colomb devient un charlatan incompétent. C'est un échec total, mais c'est précisément cette impasse qui le contraignit à commettre le plus audacieux bluff de l'histoire. Êtes-vous prêt à découvrir le mensonge grandiose qu'il a inventé pour convaincre la reine Isabelle d'Espagne d'obtenir ses légendaires caravelles ? Lisbonne exulte, mais Colomb reste à l'écart. La route vers l'Inde a été découverte sans lui. Échec et mat, semble-t-il, mais Christophe décide de tout miser. Il se rend auprès des monarques espagnols, le rusé Ferdinand et la passionnée Isabelle. Ce fut une véritable bataille d'intelligence.
Colomb ne se contenta pas de demander de l'argent. Il vendit le rêve de l'or et d'une grande mission, tandis qu'une commission de sages, menée par Talavera, passait des années à examiner ses calculs avec angoisse. Christophe vivait dans une quasi-misère, vendant des cartes et subissant les moqueries de ses courtisans. Savez-vous quel fut son plus grand bluff ? Il ne discuta pas de la forme de la Terre, tous les gens instruits de l'époque savaient qu'elle était ronde. Il mentit effrontément et délibérément sur sa taille. Colomb reprit d'anciens traités et comprima littéralement l'Atlantique 3 fois, transformant l'océan infini en un étroit détroit. Ce fut la supercherie scientifique du siècle. Il attendit 5 ans une décision, tandis que son frère Bartholoméo implorait en vain l'aide des rois d'Angleterre et de France. Puis, fin 1490, le verdict retentissant tomba. Les propositions étaient futiles et méritèrent d'être rejetées. Un échec total ? Pas tout à fait, vous allez découvrir comment une rencontre fortuite dans un monastère transformera ce non humiliant en le oui le plus retentissant de l'histoire de l'humanité. Au monastère de la Rábida, Colomb trouva non seulement refuge, mais aussi son ange gardien. Frère Juan Pérez, ancien confesseur de la reine, voyait en ce génois roux non pas un escroc, mais l'élu. Son influence fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et fit pencher la balance à la cour d'Espagne. Isabelle, obsédée par l'idée d'unifier l'Espagne sous la bannière de la foi, voyait en Colomb un instrument de la divine providence. Elle se moquait de ses erreurs géographiques. Elle voulait étendre les frontières du monde pour Dieu. Lorsque le messager royal rattrapa Colomb, qui fuyait déjà désespérément le pays, il reçut bien plus qu'une simple approbation. Il reçut un mandat pour redéfinir l'univers. Imaginez l'ampleur de cette folie. 3 frêles navires, un équipage de bagnards et d'aventuriers et un amiral qui ignorait jusqu'à l'endroit où il se trouvait. En août 1492, une flottille quitta le port de Palos, vouée soit à la légende, soit à disparaître dans les profondeurs. Colomb les guida non pas à l'aide de cartes, mais grâce à des hallucinations. Il falsifia le journal de bord pour rassurer l'équipage, dissimulant la distance réellement parcourue depuis les côtes européennes. Chaque jour, il y inscrivait un chiffre inférieur, de peur que les marins ne sombrent dans la folie face à l'infini. Ce fut le plus grand mensonge de l'histoire de la navigation. Mais vint le moment où même les mensonges ne purent plus fonctionner. L'océan était désert. Les jours se muèrent en semaines, tout autour d'eux s'étendait un bleu infini et l'équipage commença à se mutiner. Colomb était au bord du précipice. Il leur promit de l'or, des titres et des îles paradisiaques, mais au fond de lui, il savait que si la terre n'était pas aperçue dans les 3 jours, il serait tout simplement jeté par-dessus bord. Et puis, dans la pénombre de l'aube du 12 octobre 1492, alors que l'espoir s'était définitivement évanoui, le cri du marin Rodrigo de Triana brisa le silence. Terre, ce n'était pas un simple bout de terre, c'était le bout du monde. Colomb débarqua sur ces rivages non en explorateur mais en conquérant, persuadé d'avoir atteint les côtes de l'Inde. Il observa les autochtones et les considéra comme les sujets du Grand Khan, alors qu'autour de lui s'étendait la jungle et une liberté primordiale. Il cherchait de l'or et des épices, mais découvrit un continent entier qui ignorait jusqu'à l'existence de l'Europe. À son retour, il fut accueilli en héros triomphant. Mais derrière l'éclat des bijoux d'or et des oiseaux exotiques se cachait une tragédie. Jusqu'à la fin de ses jours, Colomb ne comprit jamais la portée de son exploit. Il continua de croire avoir trouvé une route vers l'Asie et cette obstination lui coûta tout. Il mourut sans jamais réaliser qu'il avait découvert le nouveau monde. Sa vie est l'histoire d'un homme qui, armé seulement de ses erreurs et de son fanatisme, parvint à bouleverser la carte du monde. Tel un tisserand, il entrelaça les fils de 2 mondes sans même se rendre compte qu'il avait créé une nouvelle réalité. L'histoire de Colomb n'est pas celle d'une découverte géographique. C'est celle du pouvoir de l'illusion humaine, capable de transformer l'éclat des étoiles et d'ouvrir les océans pour ceux qui sont assez fous pour persévérer. Aujourd'hui, nous considérons son héritage à travers le prisme des siècles, et il demeure aussi contradictoire que lui. Un héros qui a changé le monde ? Ou un tyran qui a semé la destruction ? La vérité se situe quelque part entre les deux, dans ces ruelles étroites de Gênes où flottait le parfum de la laine et dans les profondeurs abyssales de l'Atlantique où il poursuivait son rêve. Il a tout misé et le pari a été gagnant, scindant à jamais l'histoire en un avant et un après. Nous vivons encore dans le monde qu'il nous a légué sans le savoir et c'est peut-être là que réside la plus grande ironie de sa vie. Un grand navigateur qui n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, mais quelque chose de bien plus grand. L'histoire de Christophe Colomb
nous rappelle à tous que, parfois, pour découvrir la véritable grandeur, il faut commettre la plus grande erreur de sa vie. Et c'est peut-être précisément cette erreur qui nous rend humains. Colomb a disparu, mais sa voile plane encore quelque part à l'horizon, nous invitant à entreprendre notre propre voyage, encore inachevé, vers l'inconnu. Imaginez, Colomb, humilié par un refus catégorique, se rend au monastère de la Rábida pour y prendre son fils et repartir définitivement pour la France. Mais le destin lui offre une ultime chance en la personne du père Juan Pérez. Ce moine n'était pas un simple prêtre, mais l'ancien confesseur de la reine elle-même. Pérez sent qu'il n'a pas affaire à un charlatan mais à un génie passionné. Il écrit une lettre désespérée à Isabelle. Pendant ce temps, à la cour, le trésorier Santangel porte le coup fatal au doute des monarques. S'il trouve de l'or pour vos concurrents, vous le regretterez toute votre vie. Isabelle cède. Elle envoie de l'argent à Colomb pour qu'il s'achète des vêtements décents et l'invite à une audience. Et là, l'incroyable se produit. Colomb ne demande pas, il impose ses conditions, le titre d'amiral, le poste de vice-roi de toutes les terres découvertes et 10% de chaque gramme d'or. C'était un bluff audacieux, mais la reine signe les documents. Pas d'argent pour la flotte? Les autorités infligent une simple amende à la ville de Palos pour ses fautes passées, la contraignant à céder 2 navires gratuitement. Le troisième est le légendaire Santa Maria. Ainsi, d'une rencontre fortuite en prison et d'une tentative audacieuse de chantage envers la couronne, naît une expédition qui bouleversera à jamais les frontières de la réalité. Êtes-vous prêts à découvrir le cauchemar qui les attendait lors de la première tempête et pourquoi les marins voulaient tuer leur capitaine en plein océan? 10 jours. C'est le délai impossible que la couronne imposa à la ville de Palos pour préparer l'expédition. Un défi audacieux, en réalité, il fallut 10 semaines de chaos et de jurons. Voyez les visages des autorités locales lorsque l'ordre leur fut lu dans le cimetière. Elles étaient obligées d'équiper des navires à leurs propres frais pour la mission suicidaire d'un fou. Et oubliez les images majestueuses des manuels scolaires. Nous ne possédons pas un seul dessin authentique de cette flotte. Tout ce que vous avez vu n'est que pure imagination des historiens. Prenez la Niña, le navire préféré de Colomb, par exemple, elle était minuscule. Quand les documents parlent de 60 tonnes, il ne s'agit pas de poids, mais de tonneaux de vin. Oui, la capacité des navires se mesurait littéralement en alcool. Ce n'était pas une expédition de haute technologie. C'était une aventure désespérée sur des embarcations de fortune rafistolées à la graisse et à la résine de pin. Le navire amiral, la Santa Maria, se révéla être une bête pataude, prenant l'eau à chaque vague. Mais dès que les côtes espagnoles disparurent à l'horizon, une terreur primale s'empara de l'équipage. La boussole se mit à trahir, les étoiles devinrent étrangères et l'océan montra les crocs. Comment rester fidèle à un capitaine qui semblait vous mener droit vers un abîme sans retour? Il n'y avait pas de pont sous leurs pieds, mais des tas de sable et de galets sales. Ce lest était la seule chose qui empêchait ces radeaux de chavirer à la première bourrasque. Quand le vin vint à manquer, les marins versèrent désespérément de l'eau de mer dans les tonneaux vides pour éviter que le navire ne gîte. Et l'odeur? Les cales empestaient tellement la putréfaction que même les vieux loups de mer en étaient écœurés. Les pompes tournaient à plein régime, mais en dessous, un amas d'eau usée bouillonnait sans cesse, se repaissant de milliers de cafards gras. La fameuse cucaracha n'était pas qu'un air joyeux, c'était un hymne à leur réalité nauséabonde. Ils dormaient où ils pouvaient, sur des cordages mouillés ou à même les planches, serrant leurs arbalètes contre eux. Pas de couchette, pas d'intimité, juste eux et l'océan, prêts à les engloutir. Même la cabine du capitaine ressemblait à une niche, où il était impossible de se tenir droit. Mais la question principale est, pourquoi des gens ont-ils suivi Christophe Colomb? Ils ne le crurent pas. Il était considéré comme un étranger, un rêveur dangereux. L'expédition. Croyez-vous que Christophe Colomb ait dirigé une bande de bandits et de kamikazes? C'est le plus grand mythe qu'il faut déconstruire. En réalité, l'expédition était principalement composée de son propre équipage, de marins expérimentés et d'entreprises familiales andalouses. Mais un homme connaissait un secret, le vieux loup de mer Pedro Vasquez. 40 ans. Les autres? Le 3. Le capitaine. Aujourd'hui, après une... Le seul bruit qui rompt ce silence angoissant est le bruissement du sablier, que le mousse retourne toutes les demi-heures, égrenant le temps qui les sépare d'une mort possible. Mais le véritable drame commence lorsque l'équipage découvre que leur amiral tient une comptabilité en partie double et ment effrontément sur leur voyage. Pourquoi Colomb a-t-il ressenti le besoin de rendre ces hommes fous?
Vous êtes au beau milieu d'un océan infini, et le seul moyen de garder la tête froide est de faire confiance à l'amiral. Mais Colomb jouait un jeu mortel. Pour dissimuler l'ampleur de leur chute dans l'abîme, il commença par manipuler le temps. Il n'y avait pas de chronomètre précis sur le pont de la Santa Maria, seulement un sablier que le mousse retournait toutes les demi-heures. Un marin somnolent, un retard, et toute la navigation partait en vrille. Le temps du navire était constamment faussé, accusant un retard de précieuses heures sur la réalité, transformant le voyage en chaos. Vous croyez qu'il avait des instruments secrets? N'y pensez même pas. Sa technologie de pointe se résumait à un simple cadran en bois et une ficelle. Essayez donc d'attraper une étoile avec ça quand le pont s'effondre sous vos pieds et que les vagues vous fouettent le visage. À l'époque, les erreurs de calcul pouvaient atteindre 2400 km. Manquer un continent entier, un jeu d'enfant. Mais le principal stratagème de Colomb résidait dans le siège psychologique. Il transforma ses navires en monastères se flottant. Prières toutes les demi-heures, psaumes à n'en plus finir, et un régime exténuant de quart de nuit. Il maintenait délibérément l'équipage dans un état de semi-sommeil afin qu'il n'ait tout simplement pas la force de se mutiner. Tandis que les marins chantaient des hymnes à l'unisson, l'amiral effaçait discrètement le journal de bord dans sa cabine, minimisant effrontément la distance parcourue. Il savait que la vérité les tuerait plus vite que n'importe quelle tempête. Comment, précisément, a-t-il falsifié la réalité sous le nez de l'équipage ? Son seul instrument fiable est une bouilloire à aiguille magnétique que le capitaine protège plus que tout. Tandis que ses concurrents portugais utilisaient une navigation astronomique sophistiquée, Colomb naviguait littéralement au feeling. Il ne possédait même pas le plus simple des instruments pour mesurer la vitesse. Savez-vous comment il connaissait la vitesse de la Santa Maria ? Il observait simplement les bulles d'écume et les algues qui dérivaient. À l'œil nu, cela paraît fou, mais c'est ainsi qu'il est entré dans l'histoire. Le principal secret de l'amiral était dissimulé dans ses cartes. Il marquait la route avec des aiguilles, laissant une traînée de piqûres, les fameuses piqûres de cartes. Et c'est là que la grande supercherie a commencé. Colomb tenait une comptabilité en partie double. Dans le journal de bord officiel, il sous-estimait ouvertement les chiffres. Pourquoi ? Pour éviter la mutinerie des marins lorsqu'ils réaliseraient l'immense distance parcourue. Mais le plus ironique, c'est que, du fait de ses erreurs de calcul, son faux journal s'est finalement révélé plus proche de la vérité que ses archives secrètes. Colomb a menti à tout le monde, y compris à lui-même, mais son sens inné de la navigation lui a sauvé. Cependant, même ce don ne l'a pas empêché de connaître le désastre la veille de Noël. Vous êtes prisonnier d'une coque en bois au milieu d'un océan infini, et votre capitaine est un menteur pathologique. Les premiers jours du voyage évoquaient une lune de miel, des alizés parfaits, une eau azur et des levées de soleil embaumées des senteurs de l'Andalousie d'avril. Mais bientôt, cette idylle laissa place à une terreur viscérale. La flotte pénétra dans la mer des Sargasses. Imaginez le choc des marins. Une immense prairie verte surgit soudain au beau milieu de l'Atlantique. Ils craignirent, sérieusement, que les caravelles ne s'enlisent à jamais dans ces étranges algues. Et puis l'impensable se produisit. Les compas tombèrent en panne. L'aiguille magnétique ne pointait plus vers l'étoile polaire. Pour les gens superstitieux du XVe siècle, c'était un signe clair. Ils avaient franchi la frontière de la réalité, là où les lois divines ne s'appliquent de plus. Sur les ponts, l'odeur du sel marin se mêlait au poison de la rébellion. 3 semaines sans terre transformèrent l'équipage en une poudrière. Les marins chuchotaient en groupe. Devait-il, par inadvertance, pousser par-dessus bord, le Génois fou, absorbé par sa contemplation des étoiles? Colomb ne comptait que sur son intuition phénoménale et la promesse de montagnes d'or. Il savait qu'au-delà de l'horizon se trouvait non seulement la terre, mais aussi son immortalité, acquise au prix de la peur, des mensonges et de la conviction que même la plus colossale des erreurs pouvait mener à la découverte d'un monde entier. Mais si le véritable prix de cette découverte était bien plus élevé que le simple risque encouru, et si Colomb avait déjà compris qu'en ouvrant les portes d'un nouveau monde, il fermait à jamais la porte à l'ancien mode de vie, familier et rassurant pour toute l'humanité, cette nuit-là, lorsqu'ils aperçurent pour la première fois la lumière au loin, aucun d'eux ne réalisa qu'il ne s'agissait pas simplement des feux de pêcheurs, mais des phares annonçant le crépuscule de leur propre ère. L'histoire était sur le point de prendre un tournant décisif, et les 3 caravelles n'étaient que de simples éclats dans ce grand raz-de-marée historique. Mais derrière Colomb, il n'y avait plus de retour en arrière, seulement l'océan, seulement l'avant, seulement vers l'inconnu qui ferait de lui un dieu ou effacerait son nom dans les flots de sel marin. Et c'était là l'essence de sa vie, aller jusqu'au bout, même sans savoir où se trouvait ce bout.
Le 7 octobre, un coup de canon retentit. La Niña signalait son arrivée à terre. L'équipage, fou de joie, pleura et s'étreignit, mais l'aube effaça impitoyablement le rivage fantomatique de l'horizon. Ce n'était qu'une illusion vaporeuse, un mirage, un clin d'œil moqueur aux hommes épuisés. Pourtant, la véritable catastrophe les attendait en cette paisible nuit de Noël. Imaginez, une seule mauvaise manœuvre et toute l'histoire du monde aurait été perdue. Colomb, se fiant non pas aux cartes, mais aux volées d'oiseaux migrateurs, effectua un virage qui sauva l'expédition. S'il s'était trompé de quelques degrés, les caravelles auraient été emportées par le Gulf Stream, droit vers le cimetière de navires au large des côtes de Floride. De là, elles ne seraient jamais revenues. Le 10 octobre, la patience de l'équipage était à bout. Ce n'était plus de simples grognements, mais un ultimatum brutal. 3 jours ou le retour. Colomb était prêt à tout risquer, sachant que sa vie était en jeu. Et puis, à quelques heures de la fin, l'étrange se produisit. Dans l'obscurité épaisse de la nuit, l'amiral aperçut soudain une lumière, une faible lueur, comme une bougie de cire oscillant sur les vagues. Qu'était-ce? Un feu de camp indien à 50 km des côtes ou l'hallucination d'un homme à bout de nerfs? À 2 heures du matin, le cri de Rodrigo de Triana déchira le silence. « Terre !» Les falaises blanches, flamboyantes sous la lune, marquaient la fin d'une époque. Mais tandis que l'équipage pleurait de joie, Colomb l'ignorait encore, la même catastrophe de Noël le guettait déjà. Le coup de canon de la Pinta déchira le silence de la nuit. Colomb, avide de gloire, cria au capitaine Panzone. « Vous avez trouvé terre! La récompense de 5000 maravédis est à vous. » Mais c'était un mensonge. Plus tard, il empocherait cyniquement l'argent. Le matin révéla un paradis. L'île de San Salvador. Oubliez les tableaux prétentieux des artistes. La réalité était bien plus dramatique. Les Taïnos les attendirent sur le sable étincelant. Un peuple si naïf que, par ignorance, ils s'emparèrent à main nue des lames des épées espagnoles, se coupant les paumes jusqu'au sang. Colomb ne les considérait pas comme de nobles sauvages. Il y voyait une ressource idéale. Son entrée de journal ce jour-là sonne presque comme une condamnation à mort. 50 hommes suffiraient à les soumettre et à les contraindre à obéir à tous leurs ordres. Mais où était l'or? Où étaient ces toits dorés du Japon dont rêvait Marco Polo? L'amiral était obsédé. Il interprétait chaque geste d'un indigène apeuré comme un chemin vers un trésor. Le 14 octobre déjà, la flotte met le cap sur l'horizon suivant, à la poursuite du fantôme doré. Il nomme les îles d'après dessein, mais son esprit est empli d'un froid calcul. Colomb ne comprend pas encore, il a déclenché la destruction d'une civilisation entière. L'amiral prenait chaque geste des indigènes pour argent comptant. Quand, au lieu de montagnes d'or, il ne trouva que des gens nus et des promesses vaines sur l'île de Rumke, cela ne l'arrêta pas. Il était persuadé que le grand fantôme de Cipangu se cachait simplement au-delà de l'horizon. Ironie du sort, Colomb s'efforçait sincèrement d'être miséricordieux. Il leur donna des bonnets rouges, nourrit les captifs de mélasse et leur interdit de prendre quoi que ce soit par la force. Il voulait être respecté. Mais il ne comprenait pas que cette bienveillance trompeuse ne faisait qu'endormir la vigilance des Indiens, les privant de la volonté de résister à leurs futurs bourreaux. Terrifiés, les guides firent tourner la flotte en rond. Ils murmuraient l'existence de l'île mystérieuse de Sahomet, où le roi se baignait soi-disant littéralement dans l'or. Colomb buvait leurs paroles, griffonnant des élucubrations sur des arbres magiques dans son journal, prenant de simples insectes pour des signes divins. Il était aveuglé par une soif de découverte. Lorsque la flotte atteignit enfin l'embouchure du fleuve Cuba le 28 octobre, l'amiral resta figé d'impatience. Il s'attendait à voir des pagodes japonaises, des cloches de temple et des seigneurs vêtus de brocarts brodés d'or. Au lieu de cela, un paradis d'émeraude paisible s'ouvrit à lui. Mais cette beauté était terrifiante. Point de cité d'ivoire, point de pièces de monnaie. Seulement l'épais parfum des tropiques et une sinistre constatation. Il avait atteint sa destination, mais l'Inde était étrangement silencieuse. Le compte à rebours vers la catastrophe sanglante s'accéléra. Un mirage doré l'entraîna dans l'abîme et il n'y avait plus de retour possible. On se tient sur le rivage, absolument certain d'avoir trouvé les trésors de la Chine. Mais tout autour de soi règne le silence terrifiant de la jungle. Colomb était au bord de la folie. Lorsque les Indiens prononcèrent le nom du lieu, Kubanacan, son esprit fiévreux, entendit le mot tant convoité, le Grand Khan. Il envoya une ambassade officielle à l'empereur, mais au lieu de palais dorés, les diplomates trouvèrent 50 huttes de chaume. C'est là qu'ils virent quelque chose d'effrayant. Les indigènes buvaient de la fumée. Ce fut la première rencontre de l'Europe avec le tabac.
Un cadeau du Nouveau Monde qui allait plus tard faire plus de victimes que toutes les guerres. L'amiral avait complètement perdu le contact avec la réalité. Une erreur de navigation grotesque l'avait amené à croire qu'il se trouvait à la latitude de Boston, alors qu'il suffoquait littéralement sous la chaleur tropicale. Mais la soif de profit était plus forte que la raison. Pour trouver l'île mythique de Babec, où l'or était censé être extrait à même le sable, Colomb prit une décision fatale. Il commença à kidnapper des civils. Le paradis se transformait rapidement en terrain de chasse. Il ne cherchait plus simplement une route vers l'Inde, il poursuivait un fantôme, perdant peu à peu les derniers vestiges d'humanité. La soif d'or avait plongé l'expédition dans la paranoïa. Pendant que Colomb kidnappait des gens, son meilleur capitaine, Pinzon, disparut tout simplement. Il avait emmené la Pinta dans la nuit, aveuglé par les rumeurs concernant Babec. Trahison ? Sans aucun doute, mais l'amiral lui-même perdait rapidement le contact avec la réalité. Il passait des heures à poursuivre des terres fantômes qui n'étaient que des nuages. Son regard ne se levait plus vers les étoiles tropicales. Il ne recherchait que le reflet du métal. Les captifs à bord tremblèrent de terreur, suppliant de faire demi-tour. Les légendaires cannibales, mangeurs d'hommes, les attendaient au plus loin. Mais pour Colomb, leur cri n'était qu'un bruit de fond. Il rêvait de rencontrer le Grand Khan et poursuivit sa route à travers le passage du vent. Ainsi, la côte d'Haïti émergea de la brume. Point de cité de soie, ni de palais dorés, seulement des sauvages apeurés et une jungle dense. Cela allait-il sonner le glas de tout espoir ? Non. Dans son journal, l'amiral avait déjà brossé le tableau de profits innombrables. Il ignorait encore que cette terre deviendrait son plus grand triomphe et, simultanément, le début d'un cauchemar sanglant. Colomb croyait accomplir la volonté divine tandis que ses hommes affûtaient leurs épées. Devant lui s'étendait le littoral qu'il nommerait Hispaniola. Ici, les rivières étaient de plus pures qu'en Europe et l'air embaumait les épices. Mais l'amiral ne contemplait pas le paysage. Il cherchait de l'or. La première chose que firent les marins fut de capturer une jeune indigène. Elle était nue, mais une épingle en or brillait à son nez. Pour Colomb, c'était le signe principal. Un trésor se trouvait non loin. Peu après, un cacique local monta solennellement à bord de la Santa Maria. Il était nu, mais entouré d'une suite et d'un respect immense. L'amiral lui offre des spécialités castillanes et de magnifiques pantoufles rouges, mais tandis que son hôte admire le peuple depuis le ciel, Colomb consigne une pensée glaçante dans son journal. Il écrit au roi d'Espagne « Ce peuple est désarmé et si lâche que 1000 hommes ne sauraient te venir à bout de 3 de mes marins. Il faut leur donner des ordres. » À cet instant, le sort de millions d'êtres humains était scellé. L'amiral les considérait non comme des partenaires commerciaux, mais comme des esclaves idéaux, facilement contraints de labourer, de semer et de bâtir des villes. Il érigea une immense croix sur le rivage, mais à son ombre, un plan d'asservissement total se tramait déjà. Colomb croyait sincèrement sauver leurs âmes, tandis que ces hommes, avides, pesèrent le poids des ornements en or. La plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité venait de commencer. Le véritable prix de ce paradis allait se révéler exorbitant. Veille de Noël 1492. La mer des Caraïbes est calme comme un miroir, mais un piège mortel se cache déjà sous les vagues. Tandis que l'amiral rêve des toits dorés du Japon, une erreur fatale change le cours de l'histoire à jamais. Un timonier fatigué commet l'impardonnable. Il confie la barre à un jeune garçon inexpérimenté, chose que Colomb avait formellement interdite sous peine de mort. Dans un silence absolu, la Santa Maria s'écrase sur un récif corallien. La fierté de la flotte périt. Mais voici le paradoxe. Colomb ne voit pas cela comme une catastrophe, mais comme une intervention divine. Pourquoi ? Parce que le chef local, Guacanagari, le couvre littéralement d'or. Pour Colomb, cette épave est un guide divin, indiquant directement les trésors de Cipango. Aveuglé par l'avidité, il ordonne le démantèlement de l'épave pour construire la première forteresse, la Navidad. 39 hommes restent sur le rivage, armés jusqu'aux dents et assoiffés de profit, enfermés dans un forfait des côtes du navire disparu. Colomb croyait fonder un nouveau monde, mais en réalité, il a semé les graines d'un cauchemar sanglant. Les hommes venus du ciel allaient bientôt révéler leur vrai visage. Tandis que les voiles des navires disparaissaient à l'horizon, ceux qui restaient ignoraient encore, ils étaient déjà morts. La grande tragédie avait commencé. 39 hommes restèrent sur le rivage, prisonniers d'une forteresse construite avec les débris de la Santa Maria. Le tailleur, le tonnelier, les médecins, tous croyaient avoir fait fortune. Ils ignoraient encore que ce rivage deviendrait leur charnier.
Colomb partit pour la Niña, mais il était tourmenté non seulement par la peur de l'abîme, mais aussi par une rage brûlante. Son meilleur capitaine, Martin Pinzon, avait déserté, aveuglé par la soif d'or. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, l'atmosphère sur le pont était chargée de haine. Pinzon se vantait de ses trésors, tandis que Colomb ne voyait en lui qu'un traître semant le chaos. Mais l'océan leur réservait une horreur encore plus grande. Dans le delta du fleuve, l'amiral les aperçut, les sirènes légendaires. Mais oubliez les mythes, c'étaient des créatures hideuses, au visage presque humain et aux yeux morts. Les marins se figèrent, d'anciennes légendes prenaient vie, se transformant en un cauchemar éveillé dont il n'y avait pas d'échappatoire. Le premier sang coula dans la baie de Samana lorsque les flèches indiennes croisèrent pour la première fois le fer espagnol. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les navires étaient des passoires, leurs provisions pourrissaient, et près de 5000 km d'un Atlantique déchaîné s'étendait devant eux. Colomb mena sa flotte jusqu'aux latitudes dites des chevaux, où un calme plat tue plus lentement mais sûrement que n'importe quelle tempête. Réussirait-il à livrer son grand secret à l'Espagne, où la cupidité et l'océan l'engloutiraient-ils, lui et ses ambitions, à jamais? La plus grande course contre la mort avait commencé, février 1493. Deux minuscules caravelles, la Niña et la Pinta, filent à toute allure à travers l'Atlantique. Christophe Colomb rentre chez lui, porté par une découverte qui a révolutionné le monde, mais l'océan lui a déjà tendu ses filets. Près des Açores, le ciel s'est effondré, révélant une tempête qui sera plus tard qualifiée de tempête parfaite. Les navires, sans lest, étaient ballottés comme des éclats de bois, leurs ponts inondés de tonnes d'écume glacée. Les marins, sentant la fin proche, organisèrent une loterie mortelle. Ils tirèrent au sort des poids pour décider lequel d'entre eux, s'ils survivaient, partirait en pèlerinage sur les lieux saints. Ironie du sort, l'amiral lui-même tira le poids marqué. Colomb comprit que ses chances étaient minces. Dans la cabine tremblante, il griffonna fiévreusement un rapport secret, le cloua dans un tonneau de bois et le jeta dans les vagues déchaînées. C'était un message pour l'éternité, au cas où l'Atlantique emporterait son secret. Mais le plus insensé restait à venir, la navigation. Les pilotes s'étaient trompés de 500 milles discutant de leur position jusqu'à s'en casser la voix. Quand la Terre apparut enfin à l'horizon, les hommes pleurèrent de joie, ignorant encore qu'ils avaient navigué droit dans le repère de l'ennemi. L'île de Santa Maria appartenait au Portugal et le gouverneur local préparait déjà de lourdes chaînes et non des honneurs pour les séros épuisés. La course contre la mort avait viré au thriller politique. Vous venez d'accomplir l'impossible, découvrir un nouveau monde, survivre à une tempête infernale et poser le pied sur la terre ferme. Mais au lieu du triomphe, une embuscade ignoble vous attend. Tandis que les marins de Colomb, pieds nus et en haillons, rendaient grâce à Dieu dans une minuscule chapelle, les Portugais les ont attaqués. Il ne s'agit pas d'une simple arrestation, c'est un scandale international. Le gouverneur était persuadé que Colomb n'était qu'un pirate ordinaire pillant les côtes africaines et que ses récits de l'Inde n'étaient que des mensonges éhontés. L'amiral était fou de rage. Du pont de la Niña, il hurlait, menaçant de capturer une centaine de Portugais et de les réduire en esclavage s'il ne libérait pas immédiatement ces hommes. Mais la nature lui réservait un autre coup. Ayant échappé de justesse aux Portugais, Colomb se retrouva pris dans l'œil d'un cyclone monstrueux. Le vent déchira les dernières voiles et le navire fut projeté vers les rochers du Cabo da Roca. La mort n'était plus qu'à quelques mètres. Désespéré, Colomb marcha droit dans la gueule du lion. Lisbonne, le port de son principal rival, le roi Jean. Une partie d'échecs mortels commença. Colomb bluffait, défendant l'honneur de la couronne espagnole, tandis que les Portugais regardaient ces Indiens captifs avec suspicion. Un seul homme pouvait-il déjouer un empire entier ? Avec pour seuls atouts une caravelle naufragée et un secret capable de changer le cours de l'histoire, l'enjeu n'avait jamais été aussi important. Colomb entra dans la salle du trône de celui qui l'avait chassé à 2 reprises. Le roi Jean avait 38 ans, était ambitieux et furieux. Pour mettre à l'épreuve l'insolent Génois, le monarque eut recours à une ruse. Il éparpilla une poignée de haricots secs sur la table et ordonna aux Indiens captifs de lui montrer leur terre. Lorsque les indigènes, sans la moindre erreur, dessinèrent une carte des îles des Caraïbes à partir des haricots, Jean sombra dans le désespoir. Il se frappa. Colomb se précipita vers son port natal de Palos, où une dernière surprise l'attendait. Son rival, Pinzon, avait déjà débarqué et tentait de lui voler son triomphe en écrivant des lettres à la reine. Mais la fortune choisit son héros. Les monarques ne reconnurent que Colomb, et Pinzon, accablé de honte, mourut quelques jours plus tard.
Colomb avait triomphé. Il était désormais officiellement amiral de la mer Océane et vice-roi des Indes. Mais s'il avait su quel prix il devrait payer pour ses titres, Colomb revint triomphant, mais derrière l'éclat de l'or se cachait un calcul froid. Il proposa à la couronne un plan visant à transformer les nouvelles terres en une zone sécurisée, comptabilité rigoureuse de chaque gramme, permis d'exploitation minière et contrôle total. Mais l'amiral laissa le véritable mystère dans ses lettres. Sa signature est une étrange pyramide de lettres dont il emporta le sens dans la tombe. Qui était-il vraiment ? Un franc-maçon secret, un espion portugais ou un juif caché? Les historiens se penchent sur cette question depuis des siècles. En avril 1492, Barcelone semblait figée. Christophe Colomb arpentait les rues tel un sénateur romain à la tête d'homme au teint cuivré et portant des cages de perroquets hurlants. C'était un moment de gloire absolue. Même le pape, l'odieux Rodrigo Borgia, s'empressa d'intervenir, coupant littéralement la carte du monde en deux en faveur de l'Espagne. Lors de somptueux dîners, Colomb déposait un œuf sur la table, prouvant ainsi que trouver le chemin n'était facile que pour ceux qui osaient s'y aventurer les premiers. Il choisissait déjà des armoiries ornées de lions royaux et de châteaux, ignorant que ce triomphe ne serait qu'une brève accalmie. L'or qu'il comptait avec tant de soin allait bientôt devenir sa malédiction. Pendant que Colomb se vantait de ses perroquets, le plus grand partage de l'histoire commençait dans son dos. Le roi Jean II du Portugal n'était pas prêt à céder le monde sans combattre. Il déclara « Tout ce qui se trouve au sud des îles Canaries m'appartient ». Pour éviter un bain de sang, le pape Alexandre VI Borgia entra dans la mêlée. D'un trait de plume, il traça une ligne à travers l'Atlantique divisant la planète comme une pomme mûre. Colomb lui-même suggéra où tracer cette ligne. Il affirmait qu'à 100 lieues des Açores, le climat se transformerait en paradis et que les poux et les puces des marins mourraient subitement d'eux-mêmes. Une véritable ligne de pureté. Mais le Portugal, fort de sa puissante marine, négocia des conditions plus avantageuses. Ainsi naquit le traité de Tordesillas qui leur octroya plus tard le Brésil. Tandis que les érudits européens se délectaient tous des rumeurs de rivières d'or et de belles indigènes nues, y voyant un retour à l'Éden, les monarques s'employaient activement à tracer la carte. Ils n'avaient pas encore compris que cette ligne n'était pas qu'une simple frontière, mais l'étincelle qui allait déclencher une véritable ruée vers l'or. La ruée vers l'or ne faisait que commencer, et elle n'épargnerait personne, ni les Indiens, ni les rois, et surtout pas Christophe Colomb lui-même, dont la réputation commençait déjà à se ternir. Pendant que les frontières se dessinaient sur les cartes, l'Europe était en pleine campagne de relations publiques, la première du genre. Pensiez-vous que la reine Isabelle s'en attribuerait la gloire? Que nenni! Grâce à d'habiles traducteurs, le monde n'entendit parler que de l'invincible roi Ferdinand. Aveuglé par le triomphe, Colomb s'obstinait, c'est l'Inde. Qu'importe l'horreur des scientifiques. D'après leurs calculs, l'Asie était bien loin. Le roi du Portugal se contenta de ricaner, réalisant que les Génois n'avaient pas trouvé la route des épices, mais un simple archipel. Mais la machine était déjà lancée. Le second voyage n'impliquerait pas 3 misérables caravelles, mais une armada de 17 navires monstrueux. 1500 personnes, des moines fanatiques aux aventuriers dissimulant des dagues dans leur poitrine. Colomb rêvait d'un empire, mais la réalité le rattrapa de plein fouet avant même qu'il n'atteigne le port. Les ravitailleurs leur firent avaler du vin rance dans des tonneaux percés et au dernier moment, ils troquèrent les chevaux d'élite contre de vieilles juments et burent la différence dans les tavernes de Cadix. La grande mission se muait rapidement en un immense pillage. L'or finit par éclipser la croix, et cette flotte gigantesque filait déjà vers les rivages que Colomb s'obstinerait à appeler autrement jusqu'à sa mort. L'Inde les attendait, mais un tout autre monde les attendait. Une armada de 17 navires et 1500 hommes représentait bien plus qu'une simple expédition. C'était une machine coloniale avide d'or. Parmi l'équipage figuraient de futurs conquérants de continents comme Ponce de Léon. Mais Christophe Colomb lui-même se sentait comme un étranger au milieu de cette foule. Il se méfiait viscéralement des officiers espagnols et ne comptait que sur son jeune frère Diego, un jeune homme modeste que l'amiral avait destiné à l'épiscopat. Ils quittèrent Cadix au son triomphal des canons et des harpes, mais derrière cette façade grandiose se cachaient de sombres secrets. Une escale aux Canaries fut pour le moins palpitante. Là, Béatrice de Peraza régnait en maître, une belle veuve qui pendait les intrus aux poutres de son château. Colomb fut envoûté par elle, mais peut-être fut-ce l'appel de l'océan qui le sauva des griffes de cette femme cruelle.
La traversée de l'Atlantique fut d'une perfection effrayante. Seulement 21 jours de voyage. Mais le rivage qu'ils avaient pris pour le paradis se transforma en un cauchemar sanglant. En Guadeloupe, les Espagnols pénétrèrent dans les huttes indigènes et furent saisis d'horreur. Des paniers contenaient de la chair humaine mutilée et des garçons captifs croupissaient dans des enclos comme du bétail. On les engraissait simplement pour un festin. La grande mission s'était heurtée à une réalité où des êtres humains étaient servis comme des mets délicats. Bienvenue dans le nouveau monde, qui s'avéra bien plus terrifiant que n'importe quelle légende. Il n'y avait pas d'or, rien. Au lieu de trésors, les Espagnols furent accueillis par un exotisme terrifiant. Les cris de milliers de perroquets et le goût de leur premier ananas. Mais derrière ce décor paradisiaque se cachait l'obscurité. Tandis que Colomb dessinait des cartes qui, plus tard, finiraient mystérieusement entre les mains de pirates ottomans, ces hommes s'habituaient à l'odeur de la poudre et du sang. Sur l'île de Santa Cruz, la grande mission tourna finalement au massacre. Ce fut le premier affrontement ouvert de l'histoire du Nouveau Monde. Une poignée de Caraïbes, quelques hommes et femmes seulement, attaquèrent sans peur un bateau transportant des Espagnols lourdement armés. La fureur de ces hommes était stupéfiante. Un Indien, littéralement éventré lors du combat, nagea jusqu'au rivage, tenant ses entrailles dans sa main. Même les conquistadors les plus aguerris frémirent à cette vue. Mais il n'y eut aucune pitié. Colomb se précipita vers sa première colonie, capturant de jeunes femmes comme esclaves et nommant de nouvelles îles d'après des vierges saintes. Quelle ironie! Cet archipel d'une beauté paradisiaque fut le théâtre des violences les plus abjectes qui allaient à jamais changer le visage de cette terre. 17 navires fendaient les flots de l'Atlantique, filant vers l'ouest. Colomb mena l'armada à Navidad, s'attendant à un accueil triomphal, à l'éclat de l'or et au sourire de ses hommes. Il était certain d'avoir posé les fondements d'un nouvel empire. Mais l'océan n'apporta qu'une odeur de décomposition. Au large de l'île de Monte Cristi, les vagues rejetèrent sur le rivage des corps en lambeaux, vestiges d'uniformes espagnols. Les visages des morts étaient figés dans des grimaces d'horreur et leurs épaisses barbes espagnoles étaient recouvertes de vases marines. C'était le premier signe. Le paradis était devenu un charnier. La forteresse de la Navidad, la fierté de la première expédition, avait disparu. À la place d'une palissade et de cris de joie, il ne restait que des poutres calcinées et un silence de mort. Les 40 hommes laissés là un an auparavant s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Le chef local, Guacanagari, accueillit l'amiral, la jambe bandée, feignant une blessure, mais c'est la peur et non le chagrin qui se lisait dans ses yeux. La vérité se révéla bien plus terrible que n'importe quelle bataille. Abandonnés à leur sort, les colons se débarrassèrent rapidement des masques de la civilisation. Aveuglés par la luxure et l'or, ils se transformèrent en une bande de pillards, saccageant les villages et enlevant les femmes. La forêt ne pardonna pas. La riposte fut rapide et impitoyable. Colomb comprit qu'il n'y avait pas d'avenir sur les cendres. Il fonda à la hâte Isabelle, une ville bâtie sur un sol marécageux où l'air était saturé d'émanations de décomposition. Pendant ce temps, Alonso de Ojeda revint des montagnes, serrant contre lui des pépites de la taille d'un poing. C'était la seule lueur d'espoir, mais elle ne fit qu'attiser l'atmosphère toxique de la colonie. Les Européens, épargnés par les maladies tropicales, commencèrent à dépérir. Les médicaments vinrent à manquer, la nourriture se détériora et le siècle d'or des découvertes sombrait rapidement dans la fièvre et la paranoïa. L'amiral promit au roi des richesses incommensurables, mais en réalité, il ne fit construire qu'une immense fosse commune. 300 marins malades ne priaient que pour une seule chose, survivre dans ce paradis maudit. Travailler sous une pluie battante et une chaleur tropicale revenait à se condamner à mort. Colomb comprit que sans le vin espagnol et son blé habituel, son armée disparaîtrait tout simplement dans la jungle. En février 1994, il envoya 12 navires en Espagne. C'était un signal de détresse désespérée. Leurs cales regorgeaient d'or, d'oiseaux aux couleurs éclatantes et d'Indiens enchaînés, le tout destiné à éblouir les monarques et à implorer des renforts. Dans des lettres secrètes à la reine Isabelle, Colomb la supplia de lui fournir de la nourriture et des médicaments. Alors que les secours étaient en route, la rébellion grondait dans la colonie. Pour détourner l'attention du peuple de la faim et de la colère, l'amiral les envoya vers l'intérieur des terres, aux mines de Cibao. Vega Real s'ouvrit à eux, une vallée d'une beauté époustouflante que beaucoup considéraient comme le jardin d'Éden biblique. Mais les Espagnols n'y apportèrent pas la paix, mais l'acier. L'officier Ojeda ordonna de couper les oreilles d'un homme du pays pour avoir volé un vieux manteau et le fragile équilibre se rompit.
Le premier sang versé ouvrit les vannes d'une violence sans fin. Laissant derrière lui le chaos, la maladie et les potences qui se multipliaient, Colomb reprit la mer. Sa nouvelle destination, Cuba. Il rêvait de l'Inde continentale et de la cour du Grand Khan, ignorant que chaque étape du voyage serait payée du prix de la vie de ceux qui avaient cru à sa folie. Pour l'amiral, Cuba était l'alpha et l'oméga, la limite du monde habité. Il interdisait à ses officiers d'en douter. C'était le continent, point final. Lors d'un conseil, la décision fatidique fut prise de longer la côte sud. Les marins croyaient à une vieille superstition. Tous les trésors du monde étaient de cachés au sud. L'expédition pénétra dans la baie de Guantanamo, mais au lieu de palais dorés, elle ne découvrit que des cabanes vides et des créatures terrifiantes, des iguanes géants et des chiens muets. La soif de profit les poussa à poursuivre leur route à travers de violentes tempêtes jusqu'au rivage de la Jamaïque. Colomb, en personne, monta la garde, obsédé par la recherche de la mythique île dorée de Babec. La flotte pénétra ensuite dans les jardins de la Reine, un labyrinthe mortel composé de centaines d'îles et de hauts fonds traîtres. Les navires avançaient lentement sur le fond vaseux, tandis que des flamants roses tournoyaient. Les habitants murmuraient c'est l'existence de la province de Magon, où vivraient, paraît-il, des êtres à queue animale. Pour Christophe Colomb, il ne s'agissait pas de légende, mais d'un signe de la proximité de la Chine. Il obligea chaque marin à jurer qu'il se trouvait sur le continent. Le prix du doute était lourd, une amende de 10 000 maravédis ou 100 coups de fouet. L'amiral menaçait ouvertement de couper la langue des navigateurs expérimentés qui apercevaient des îles au lieu du continent. À un moment donné, les navires furent aspirés dans ce qu'on appelait la mer Lette. L'eau devint blanche et épaisse comme du mortier et les profondeurs disparurent sous la quille. Les coques des navires raclaient le fond marin visqueux et la couleur de l'océan passa d'un vert toxique à un noir d'encre. Les marins murmuraient qu'ils avaient atteint le bout du monde au-delà duquel commencèrent les ténèbres. Mais alors, un événement inexplicable se produisit. Un arbalétrier, parti en reconnaissance, revint en courant, terrifié. Il jura avoir vu un homme vêtu d'une longue robe blanche ressemblant à un saint. Colomb rayonna. C'était le signe de la proximité du prêtre Jean, le souverain légendaire des terres orientales. Épuisés, à moitié affamés, leurs navires prenant l'eau, ils furent contraints de rebrousser chemin. Mais la mer ne leur laissait aucun répit. Des semaines de lutte acharnée contre les tempêtes les attendaient, où chaque faux pas serait fatal. Sur le chemin du retour, un ancien du village, en apercevant les Espagnols émaciés, prononça une prophétie. Après la mort, l'homme a deux chemins, l'un vers les ténèbres pour les tyrans cruels, l'autre vers la lumière pour les peuples de paix. Colomb se contenta de les congédier par des discours pompeux sur une mission sacrée, mais les ombres s'amoncelaient déjà au-dessus de sa tête. Le retour à Isabelle fut un coup dur pour l'amiral. Pendant qu'il poursuivait les fantômes des grands Khans, ses gouverneurs avaient transformé la colonie en un véritable enfer. Mossen Marguerite et le père Boyle volèrent des caravelles et s'enfuirent en Espagne pour être les premiers à calomnier Colomb. La colonie elle-même était plongée dans la torture et le pillage. Au lieu de maîtriser ses soldats brutaux, Colomb commit une erreur fatale. Il blâma les victimes. 1500 esclaves furent entassés dans des cages où ils furent mis en pièces par des chiens de chasse. Des mères horrifiées abandonnèrent leurs bébés dans la poussière pour ensuite fuir les lames espagnoles dans les forêts. Colomb avait transformé un paradis terrestre en un marché aux êtres humains. Son système était simple. Tous les 3 mois, une cloche d'or ou la mort. En seulement 2 ans, un tiers de la population de l'île disparut. Ce fut un génocide systématique perpétré à des fins lucratives. Lorsque les voiles de l'inspecteur royal, Juan Aguado, apparurent à l'horizon, Colomb comprit que son pouvoir ne tenait plus qu'à un fil. C'était en 1496, il fuyait Hispaniola, laissant derrière lui ruines et fantômes. Le retour en Espagne tourna au cauchemar. À bord de la Niña, surpeuplée, 225 hommes se relayaient pour dormir, suffoquant dans des conditions de promiscuité extrême. Quand les vivres vinrent à manquer, les rations furent réduites à quelques poignées de farine. Les marins, rendus fous par la faim, envisagèrent sérieusement le cannibalisme, manger des Indiens captifs. Seul le génie de la navigation de Colomb les sauva, guidant les navires jusqu'au port de Cadix. Mais au lieu d'un homme triomphant couvert d'or, c'est un homme hagard, vêtu d'une grossière robe de moine, qui débarqua. À Séville, on le traita ouvertement de menteur. Tandis que les rois étaient absorbés par les guerres européennes, Colomb passa 2 ans à mendier des ressources pour une nouvelle expédition. Finalement, en 1497,
les monarques lui donnèrent un conseil moqueur, acheter une vieille épave et prendre la mer. Le trésor était vide, et la reine fut contrainte de puiser dans la dot de sa propre fille pour financer le voyage. Mais le principal problème n'était pas l'or, mais les hommes. Après les récits effroyables des premiers rescapés, personne ne voulait mourir volontairement en mer. La couronne prit alors une mesure désespérée. Elle ouvrit les portes de la prison. Meurtriers et brigands furent graciés en échange d'un aller simple. Ce n'était pas une expédition d'exploration, mais une colonie pénitentiaire flottante. Les préparatifs se transformèrent en un véritable enfer. Les provisions pourrirent, les marins désertèrent et les bureaucrates firent tout leur possible pour faire dérailler le voyage. Colomb était loin de se douter qu'une troisième tentative pour retrouver sa gloire passée serait un aller simple qui ruinerait sa réputation et sa vie à jamais. Mais 1498, le port de San Lucar de Barrameda, 6 navires, bondés de la lie de la société, s'apprêtent à prendre le large. À leur bord, point d'explorateurs orgueilleux, mais des meurtriers, des voleurs et des débiteurs à qui l'on a promis la liberté en échange d'un aller simple. Colomb, épuisé par des années d'humiliation, se tient sur le pont. À quelques heures du départ, il perd son sang-froid. Devant tout l'équipage, il s'en prend aux ravitailleurs. Coups violents, cris, sang sur les planches, l'amiral est furieux. Il sait que si ses navires échouent, sa vie est finie. Une pensée l'obsède. Quelque part au sud se trouve un vaste continent, un véritable paradis terrestre où l'or gît sous nos pieds et où les fleuves coulent de l'Éden. Pendant qu'il rêve de jardins bibliques, son rival Vasco de Gama accoste déjà en Inde. Colomb ne comprend pas encore qu'il poursuit un fantôme qui non seulement ruinera sa réputation, mais effacera son nom de l'histoire des grands explorateurs. Vendredi, 13 juillet 1498. L'océan est devenu un miroir brûlant. Un calme plat règne. La flotte est immobilisée dans la zone morte de l'Atlantique. La chaleur est si intense que les tonneaux de vin éclatent et que les cercles de fer se brisent sous le grondement des canons. L'inimaginable se produit dans les cales, du bœuf salé rôti dans la saumure, l'air est imprégné d'une odeur de putréfaction. Les marins n'osent pas descendre, préférant se brûler les pieds sur le pont brûlant. Colomb, enfermé dans sa cabine, recalcule frénétiquement les tables de navigation. Il modifie les chiffres pour les faire coller à ses théories les plus folles, essayant de prouver que l'Inde est toute proche. Mais au lieu de palais dorés, ce sont les mâchoires du serpent qui l'attendent. Quand la dernière goutte d'eau fut évacuée, 3 pics apparurent à l'horizon. L'île de Trinidad, les marins, fous de soif, tombèrent à genoux et pleurèrent, louant le ciel. Ils ignoraient encore que quelques jours plus tard, ce paradis se transformerait en un véritable enfer. Le 4 août, le pont trembla soudain. Un grondement terrible et guttural venu du sud leur assourdit les oreilles. Un mur d'eau, haut comme un mât, surgit du brouillard. Ce n'était pas une tempête ordinaire, c'était un volcan sous-marin, enragé contre les intrus. Le navire fut projeté dans les nuages, puis précipité dans l'abîme. Colomb écrira plus tard, même des mois après, il ressentit encore cette horreur dans son corps. Il survécut et aperçut un rivage qu'il prit pour une île ordinaire. L'amiral ne comprenait pas encore, ce n'était pas l'Inde. Il était le premier Européen à fouler le sol de l'Amérique du Sud. Ironie du sort, le grand navigateur, dont le flair lui permettait de flairer l'or à des milliers de kilomètres, commit une erreur fatale. Tandis que ses navires slalomaient entre des rochers dangereux, Colomb mentit effrontément au roi dans ses rapports. Il dissimula le fait que sa navigation avait sombré dans le chaos. Une erreur de 2 degrés, pour un homme de cette époque, signifiait s'égarer à des centaines de kilomètres de toute civilisation. Il posa le pied sur les terres de l'actuel Venezuela, fasciné par le paysage qu'il qualifiait de paradis terrestre. Forêt trop. Ses yeux étaient irrités par une infection chronique. Il était presque aveugle et souffrait d'insomnie. Il abandonna les rivages les plus riches en perles pour le salut illusoire d'Hispaniola. Tandis qu'il s'éloignait, il écrivit prophétiquement dans son journal « C'est un autre monde ». L'amiral avait raison, mais il ne comprit jamais qu'il avait trouvé non pas une porte dérobée vers l'Inde, mais la clé d'un continent entier, qui allait bientôt broyer son destin et le plonger dans l'oubli. Imaginez détenir les clés du plus grand trésor du monde, et pourtant vous retourner et partir. Quelques sacs de perles auraient suffi à réduire ses ennemis au silence à jamais, mais l'amiral abandonna le trésor, alimentant les rumeurs d'un complot secret. Il était en proie à la plus grande hallucination de l'histoire. Naviguant le long des côtes d'Amérique du Sud, il cherchait l'entrée de l'Éden. Il croyait sincèrement que la terre avait la forme d'une poire et que le paradis biblique se trouvait à son sommet. Cela paraît absurde, mais sa navigation restait d'une précision effrayante.
Presque aveugle, souffrant d'arthrite, sans carte ni instrument, il mena la flotte jusqu'à Hispaniola avec l'intuition d'un surhomme, mais tandis que l'amiral rêvait d'ange, son nouveau monde se transformait en un véritable enfer. À Saint-Domingue, c'était le désastre et non la paix qui l'attendait. La moitié des colons dépérissèrent de la syphilis et le juge en chef avait mené une rébellion sanglante. Colomb pensait avoir atteint le paradis, mais en réalité, il n'était arrivé qu'au début de sa fin. Au-delà des trônes d'or, il n'y avait que des chaînes et l'oubli total. Il ne restait plus que 70 hommes à Colomb, et il doutait même que la moitié d'entre eux ne le trahissent pas. Au lieu d'or, il envoya au roi un rapport sur le paradis terrestre, suivi d'une proposition cynique. Puisque l'exploitation de l'or avait échoué, autant faire commerce d'esclaves. La logique était simple. L'Espagne avait déjà réduit les Canariens en esclavage, alors pourquoi faire une exception pour les Indiens? Mais tandis que l'amiral rêvait de paradis, son pouvoir lui échappait. Ses anciens compagnons, ayant dérobé ses cartes secrètes, étaient tôt déjà à l'œuvre pour découvrir les côtes perlières et l'embouchure de l'Amazone, effaçant littéralement le nom de Colomb de l'histoire. C'est alors que le monde entendit parler pour la première fois d'Amerigo Vespucci. Le dénouement fut immédiat, Bobadilla, l'envoyé de la couronne, aperçut dans le port des potences jonchées de cadavres d'Espagnols et entra dans une rage folle. Le maître des océans d'hier fut jeté dans la cale, enchaîné jusqu'aux dents. Colomb, si outré, refusa de se libérer de ses chaînes, même en pleine mer. Il voulait que la reine soit témoin de sa honte. En Espagne, la foule cria « Voilà les fils d'un vampire !» Il avait tout perdu. Honneur, biens et influence. Tout semblait perdu, mais il lui restait une ultime chance, désespérée, de retrouver sa gloire. Le 4e voyage, un périple au cœur même de la tempête. Le contraste était saisissant. Tandis que le nouveau gouverneur, Ovando, s'éloignait triomphalement à bord de 30 navires luxueux, Colomb se voyait offrir une misère. 4 modestes caravelles, les rois lui signifiaient clairement « partez et ne revenez jamais ». Mais l'amiral s'y engagea corps et âme, emmenant avec lui son fils de 12 ans. Il était obsédé par l'idée de trouver un passage secret vers l'Inde et de reconquérir le pays. Cependant, l'océan décida de mettre son courage à l'épreuve dès le départ. Au large d'Hispaniola, Colomb sentit une menace terrifiante approcher. Des vagues huileuses, un coucher de soleil pourpre et une douleur aiguë dans les articulations. Le vieux renard comprit que c'était le souffle du diable. Un terrible ouragan approchait. Il se précipita chez Ovando pour l'avertir. « Cachez votre flotte, sinon vous périrez tous. Savez-vous ce que fit le nouveau souverain ?» Il se moqua de Colomb devant toute la foule, le traitant de prophète fou, et envoya ostensiblement ses navires dorés droit dans la gueule du loup. Le bilan fut immédiat. 20 des navires sombrèrent, 500 personnes périrent et des montagnes d'or furent englouties à jamais par les profondeurs. Et qu'advint-il de Colomb? Ces minuscules coquillages survécurent miraculeusement. Il avait déjoué la mort, prouvant ainsi qui était le véritable maître des mers. Mais ce n'était que le début du cauchemar. La tempête s'était calmée, mais le véritable enfer ne faisait que commencer. 28 jours de carnage incessant, éclairs, voiles déchirés, et une terreur viscérale dans les yeux des marins. Colomb, rongé par la maladie, mourut littéralement dans sa cabine, tandis que son fils Fernando, aux côtés des hommes, luttait pour la survie de la flotte. Lorsqu'ils franchirent enfin le cap maudit, on le baptisa Gracias a Dios, Dieu merci. Ils avaient en survécu, mais une rencontre avec l'inimaginable les attendait. Soudain, une gigantesque pirogue émergea du brouillard. Ce n'étaient là pas les sauvages habituels, mais de mystérieux marchands vêtus de riches habits, transportant une cargaison de cacao et de cuivre. Était-ce le signe avant-coureur d'un grand empire? Pour se détendre, les marins épuisés organisèrent un combat de gladiateurs sur le pont, un affrontement entre un singe blessé et un sanglier féroce. Un spectacle sauvage avant la plus grande épreuve de leur vie. Dans un labyrinthe d'îles, ils trouvèrent ce pourquoi ils avaient tout risqué. Un étroit chenal où la jungle raclait littéralement les flancs des navires. Colomb était certain d'avoir trouvé le passage vers l'océan Indien. Le cœur battant la chamade, les caravelles se faufilèrent dans le chat d'une aiguille, en route vers le triomphe. Mais lorsque les arbres s'écartèrent, une averse glaciale les attendait. Ce n'était pas l'Inde, mais une impasse, un piège sans issue. L'amiral ne renonça pas. Il fit ce qu'il savait faire de mieux, transformer la défaite en légende. Dans cette lagune de Chiriquí, il voyait non seulement une impasse, mais l'entrée du trésor du monde. Les habitants exhibant des disques d'or et les interprètes murmuraient qu'une autre mer n'était qu'à 9 jours de marche. Colomb perdit complètement le contact avec la réalité.
Il écrivit au roi au sujet de la cavalerie, des canons et du Gange qui, soi-disant, coulait derrière la colline la plus proche. Il en était certain, il avait trouvé les mines du roi Salomon. Mais ses rêves avaient un prix. La recherche du détroit laissa place à une lutte acharnée pour la survie. Un mois en mer se transforma en un véritable enfer. Les navires y étaient ballottés comme du bois dans un chaudron en ébullition. Lorsqu'une tornade gigantesque s'abattit sur la flotte, un colon malade et épuisé monta sur le pont. Il ne donna pas l'ordre de partir. Il dégaina son épée, traça une croix dans le ciel et se mit à crier des prières, tentant d'exorciser les éléments eux-mêmes. Les provisions pourrissaient. Les marins mangèrent des biscuits infestés de vers, attendant la nuit noire pour ne pas avoir à voir ce qu'ils avalaient. Mais même cette horreur ne put les arrêter. Veragua se profilait à l'horizon, une terre où l'or gisait littéralement sous leurs pieds. L'amiral ne cherchait plus un passage vers l'Inde. Il convoitait les richesses qui justifieraient tous ses sacrifices. Il ignorait encore que le véritable piège commençait à se refermer. Le piège se referma à un endroit que Colomb nomma ironiquement Bélène, Bethléem. Mais au lieu du salut, un cauchemar sanglant l'attendait. Il avait enfin trouvé ces montagnes d'or pour lesquelles il valait la peine de mourir, mais ces navires étaient pris au piège derrière un banc de sable et des centaines de guerriers du féroce chef Kibian les observaient depuis l'épaisse jungle. Tandis que les Espagnols tentaient de duper les Indiens en organisant des spectacles ridicules comme se raser la barbe, la mort avait déjà frappé. Le capitaine Tristan alla chercher de l'eau douce et disparut tout simplement. Quelques heures plus tard, les corps mutilés de ces marins flottaient lentement en aval, déjà dévorés par les corbeaux. Ce fut un désastre total. Colomb, rongé par la fièvre paludéenne sur le pont, sombra dans le délire. À cet instant précis, alors que l'espoir avait définitivement abandonné la flotte, il entendit une voix dans son sommeil fiévreux. Une voix qui lui promettait le salut, là où tous les autres lui avaient tourné le dos. Mais le prix de ce salut était élevé. L'isolement total et la certitude de ne jamais revoir sa patrie. Colomb était brisé, mais pas encore vaincu. Il ordonna d'incendier l'un des navires pour libérer ses hommes et assurer la défense, puis commença à préparer sa traversée finale de l'océan sur 2 caravelles à moitié submergées. Ils étaient comme des fantômes, du bois rongé par les vers, des voiles en lambeaux et des hommes plus semblables à des squelettes. Ils pataugèrent en l'eau, incertains d'atteindre la rive. Mais Colomb se croyait l'élu. Il croyait que Dieu ne le laisserait pas périr dans cet abîme. Il ignorait que ce qui l'attendait n'était pas un retour triomphal, mais des années d'humiliation à mendier les miettes que la couronne lui devait. L'histoire du grand amiral s'acheva dans la poussière, dans l'oubli, dans une petite pièce où il compterait ses pertes jusqu'à ses derniers jours, sans jamais réaliser qu'il avait ouvert la porte à un avenir où il n'y avait plus de place pour lui. Lorsque les caravelles s'échouèrent enfin sur les côtes jamaïcaines, elles n'étaient plus qu'un amas de débris. Colomb se retrouva piégé sur l'île, sans or, sans nourriture et sans espoir de secours. Les habitants, d'abord amicaux, commencèrent à comprendre que ces nouveaux venus n'étaient pas des dieux, mais des vagabonds, rongés par la faim. L'amiral, perdant les derniers vestiges de son pouvoir, eut recours à son ultime et plus audacieux stratagème. Sachant qu'une éclipse lunaire se produirait dans quelques jours, il rassembla les chefs et déclara « s'ils ne nourrissaient pas ces hommes, il leur volerait la lune ». Tandis que le ciel se teintait de rouge sang et que la lune commençait à s'estomper, les Indiens tombèrent à genoux, terrifiés. Colomb avait échappé au pire, mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. Sa réputation était ruinée, sa flotte gisant au fond de l'eau, et son nom en Espagne était déjà devenu synonyme d'échec. Il survécut sur cette île pendant plus d'1 an. 1 an en cage, à attendre des secours qui tardaient à venir. Une année durant laquelle il écrivit ses dernières lettres, empreintes d'amertume et de prophéties extravagantes. Il croyait encore en son paradis terrestre, en ses mines de Salomon, au fait que le monde lui devait tout. Mais le monde vivait déjà selon d'autres lois. Amerigo Vespucci cartographiait déjà de nouvelles terres, et ses cartes ne portaient pas le nom de Christophe Colomb. Le grand découvreur devenait une relique du passé, un homme qui avait trouvé la voie mais qui ne pouvait plus la suivre. Lorsqu'on le retrouva enfin, il n'était plus le lion qui avait jadis défié les rois. C'était un vieillard brisé, le corps ravagé par la maladie et l'esprit hanté par les fantômes du passé. Il retourna en Espagne, où personne ne l'attendait. La reine Isabelle, sa seule protectrice, était mourante, et le roi Ferdinand se contenta d'acquiescer froidement, écoutant ses supplications pour la restitution de ses titres.
Colomb mourut en 1506, sans jamais prendre conscience de l'ampleur de son exploit. Il croyait avoir trouvé la route des Indes, mais en réalité, il avait ouvert les portes d'une ère qui allait révolutionner le monde. Il n'était qu'un instrument, brisé dès que sa mission fut accomplie. Sa vie fut une grande illusion, aboutissant à la découverte la plus monumentale de l'histoire de l'humanité. Et c'est là que réside sa plus grande tragédie. Il était trop petit pour la portée de son accomplissement. Dans le grondement de la tempête, il crut entendre la voix de Dieu lui-même qui lui demandait d'un ton menaçant « Pourquoi es-tu ici si tu n'es pas digne des clés de l'océan que j'ai placées entre tes mains ?» Mais tandis que l'amiral scrutait le ciel en quête de réponse, un véritable drame se jouait en dessous, dans les profondeurs obscures. L'ennemi le plus redoutable ne l'attendait pas parmi les flèches indiennes, mais au cœur même du bois des navires. Des millions d'envahisseurs minuscules et invisibles, les tarés, réduisaient méthodiquement les coques en poussière. Cette nuit de Pâques 1503, les rescapés de l'expédition s'enfuirent paniqués, abandonnant l'un des navires aux éléments. Ils espéraient être secourus, mais ils ne réalisèrent pas encore que leurs embarcations n'étaient plus que des cercueils percés de trous. Pourraient-ils survivre alors que leur unique voie de retour s'effondrait en 1000 morceaux au beau milieu de l'océan ? La réponse semblait évidente, mais le destin avait d'autres projets pour Christophe Colomb. Imaginez, vous êtes sur le pont et sous vos pieds, des milliers de mâchoires invisibles dévorent littéralement votre seul refuge. Le taré est un prédateur redoutable. Une fois qu'il a pénétré le bordage, il ne s'arrête que lorsqu'il a transformé le chêne massif en une éponge inerte. Colomb connaissait cette menace, mais il a commis une erreur fatale. Il a hésité. Ses navires amiraux, la Capitana et le Santiago, étaient désormais transformés en passoires géantes. Les marins pompèrent au sans relâche, vidant même l'eau avec des marmites, mais l'océan inexorablement reprenait le dessus. C'était un véritable enfer. Des provisions avariées, de l'eau salée jusqu'aux genoux et la froide certitude de flotter dans son propre cercueil. Les navires, meurtris par les épreuves, atteignirent miraculeusement les côtes de la Jamaïque. Mais ce n'était pas un triomphe, c'était un piège. Colomb ordonna d'échouer les navires, les transformant en forteresses de fortune. Le grand amiral, qui avait récemment rêvé de montagnes d'or, se retrouvait désormais recroquevillé dans une hutte de paille sur le pont d'une épave en décomposition. Dans sa lettre au roi, il criait presque « Je suis ruiné, ayez pitié de moi au ciel !» Il était venu chercher la gloire éternelle, mais n'avait trouvé qu'une captivité ignoble parmi des sauvages. Mais la vraie question n'est pas de savoir comment ils ont survécu, mais comment un seul homme a pu décider d'une mission suicidaire pour sauver tout le monde. Et croyez-moi, le prix de ce sauvetage fut terriblement élevé. 180 milles de mer, déchaînés dans une pirogue qui prenait l'eau. Diego Mendes et une poignée de volontaires ont bravé les éléments, armés seulement d'une boussole et d'une folie furieuse. La soif était si intense que les hommes, pris de folie, burent de l'eau salée, et l'un des Indiens rendit l'âme au fond de l'embarcation. Lorsque le rocher nu de Navassa apparut à l'horizon, ce n'était pas qu'une simple île. C'était leur unique chance de survivre à l'océan. Mais tandis que Mendes luttait contre les tempêtes, le chaos s'installa en Jamaïque. La trahison éclata. Les frères Porras se mutinèrent, persuadés que le vieil amiral les menait à l'abattoir. Colomb, rongé par l'arthrite, assista impuissant à la transformation de ces hommes en bêtes sauvages. Sans nourriture ni secours, les tribus indigènes étaient sur le point de les égorger. Alors, Colomb sortit son dernier atout. Non pas son épée, mais ses tables astronomiques. Sachant une éclipse imminente, il déclara au chef « Mon Dieu est furieux, aujourd'hui la lune saignera ». Tandis que le ciel s'obscurcissait, les indigènes, terrorisés, s'effondrèrent, implorant sa pitié. Ce fut le plus grand coup de bluff de l'histoire de la navigation. Ils attendirent 1 an et 5 jours les secours, une année entière passée dans les épaves pourrissantes de leurs navires, sous un soleil de plomb. Et lorsqu'une voile apparut enfin à l'horizon, ce fut comme une hallucination. Colomb survécut, mais le prix de ce triomphe fut amer. On revient de l'enfer, et au lieu d'honneur, on voit ses ennemis récompensés. Le gouverneur Ovando accueillit Colomb d'un sourire forcé, mais libéra aussitôt les mutins qui avaient tenté d'assassiner l'amiral. Le voyage de retour se transforma en un véritable calvaire sur un navire en perdition, à peine à flot sous les tempêtes déchaînées. Mais le véritable coup dur l'attendait en Espagne. La reine Isabelle, sa seule protectrice, était mourante. Tandis qu'une foule de courtisans se pressait à son chevet, celui qui lui avait offert le monde n'eut même pas le droit de lui baiser la main. Le roi Ferdinand ne voyait en Colomb qu'un vieillard ennuyeux.
L'amiral n'était pas un mendiant, il possédait de l'or et des serviteurs, mais il aspirait à la reconnaissance, pas seulement à l'argent. Il passa ses derniers mois dans une maison louée, épuisé par la maladie, luttant désespérément pour des titres que le roi n'avait aucune intention de lui rendre. Avec la mort d'Isabelle, son dernier espoir s'évanouit. En 1506, le grand navigateur rendit l'âme dans un relatif oubli. Il mourut en se considérant comme un raté, n'ayant jamais trouvé la route des Indes, ignorant qu'il avait changé le cours de l'histoire. Mais le comble de l'ironie est que ce monde porterait le nom d'un autre homme, Amerigo Vespucci. Comment un Florentin rusé a-t-il pu voler la vedette à Colomb? L'Amérique n'était pas le fruit du hasard. Ce fut le triomphe de la volonté, l'œuvre d'un homme qui avait passé des années à élaborer son plan audacieux. Si Colomb s'était retiré après son premier voyage, sa réputation serait restée intacte. Mais il aspirait à plus. À 3 reprises, il broussa l'océan, hissant littéralement le drapeau espagnol sur chaque cap du Nouveau Monde. Certes, sur Terre, il était un opprimé, trahi, envié, considéré comme un piètre dirigeant. Mais connaissez-vous le secret des vrais marins? Un mois en mer guérit des années d'humiliation à terre. Lorsqu'une caravelle fend les eaux azurées vers une terre inexplorée, toutes les rancunes s'évanouissent. N'ayez pas pitié de l'amiral. Il a connu des moments d'extase qu'aucun or ne saurait acheter. L'histoire des nations modernes tout entière n'est qu'un écho de ses voyages. Mais comment le nom de ce titan a-t-il pu être effacé des pages de l'histoire? La réponse réside dans la nature même du pouvoir, où le mérite s'efface toujours devant l'aptitude à se trouver au bon endroit, au bon moment, avec la bonne carte en main.